On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouveau CQFR. Théo, alors Shine n'est pas avec nous, mais on va quand même débriefer ensemble ce Game 4 des finales NBA. Pour le coup, on a eu un match qui s'est terminé très tôt, d'une certaine manière, avec la victoire éclatante de Dallas 122 à 84. Théo, est-ce qu'on n'aurait pas eu le match parfait pour les Mavericks, le match qu'on réclame presque depuis longtemps pour les Mavericks, pas tant au niveau du score, mais dans l'attitude, dans les intentions, dans les ajustements. J'ai presque l'impression que les Mavericks viennent de commencer leur finale, mais au bout de 4 matchs, quoi, au bout du quatrième match. Bah, c'est exactement ça. En fait, je regardais le match et ça me faisait un peu sourire parce que je pensais à nos discussions des CQFR du matin et je me disais, bah, il y a limite, enfin, c'est facile à dire après coup, mais il y a tout ce dont on parlait, quoi. Dallas a mis du rythme tout de suite, beaucoup, beaucoup de rythme, et on continue, moi je continue de le dire, cette équipe, elle est quasiment injouable si elle maintient la pression, qu'elle met du rythme en attaque. Défensivement, ils ont été intraitables, à commencer par Luka Doncic, qui a été excellent, j'ai trouvé. Alors, voilà, c'est pas, on s'attend pas à ce qu'il se transforme en Jrue Holiday, mais il a été très bon dans ce registre-là. Des role-players qui ont joué leur rôle, notamment Dante Exum, dont on parlait tous les deux à la fin du débrief du dernier match. On était un peu étonné de son faible temps de jeu. Il a été très bon. Derek Lively, tu sens aussi que voilà, il est en train de s'adapter. Maintenant, il a plus la pression qu'on sentait sur les premiers matchs. Il était très bon aussi. Bref, c'était scénario idéal pour cette équipe de Dallas. Et honnêtement, c'est marrant parce que ce match, j'ai l'impression que la première mi-temps, c'était peut-être ou du moins le début du match, quand c'était vraiment serré, et puis même après Boston n'était pas encore autant largué que ça. C'était, je pense, le plus beau début de match qu'on ait eu dans ces finales, en fait, où vraiment c'était excitant, il y avait du rythme. Je crois qu'il n'y a pas de faute dans les 5 premières minutes du match, il n'y a pas de faute sifflée, ça va à 200 à l'heure. Et puis, comme tu l'as dit, ça s'arrête très tôt parce qu'à 5 minutes de la fin du troisième carton, si je ne me trompe pas, Joe Mazzulla plie les goals, comme on dit, et ramène tous ses starters sur le banc. Donc, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un match de finale avec un garbage time aussi long. Voilà, là, tout le quatrième quart-temps, même un bout du troisième, je me trompe peut-être sur les 5 minutes, je sais plus précisément. 3 minutes, c'est Ouais, 3 3 minutes. minutes, voilà, 3 minutes de la j'exagère fin un du petit peu. troisième quart-temps. Mais 15 minutes de garbage time dans un match de finale, j'avais rarement vu ça, quoi. Ouais, les Celtics ont tenu le rythme des Mavs pendant 6 minutes, quoi. La moitié du premier quart-temps. Après, très vite, il y a eu 25-14, donc il y avait 9 points d'écart ou peut-être un peu plus, puis c'est passé très vite, c'est passé au-dessus des 10. Il y avait 34-21 à la fin du premier. L'espace d'un instant, le score du premier rappelle celui du premier quart-temps du game 1, mais c'était en faveur de Boston. On avait Dallas un peu euphorique 34-21. Au bout de 18 minutes, il y a 45-25. Enfin bref, l'écart n'a fait que gonfler parce que Dallas, comme tu l'as dit, n'a jamais mis le pied sur le frein, en fait. C'était dans la lignée du 22 passé à la fin du game 3, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu de ralentissement tout du long. Ils ont joué plein gaz, même dans le troisième. Tu vois, il y a plus 26 à la mi-temps. Tu pourrais penser que les Mavericks allaient baisser un peu le rythme. Non, sont repartis fort avec un Derek Lively qui a un très gros passage. Non, Daniel Cafford et Derek Lively Ouais. 2 ont chacun un très gros passage au niveau de leur activité dans le troisième quart-temps. Et du coup, ça donne plus 30 et l'écart a même frôlé un temps les 50 points. Boston Huit et eu. était parti pour se prendre la plus grosse défaite de l'histoire des finales NBA. Bon, ils ont réussi à revenir avec leur remplaçant, tu l'as dit, dans le garbage time, un très long garbage time. Mais ouais, Dallas a fait forte impression. Luka Doncic, comme tu as dit, a très bien joué. Luka Doncic, excellent en défense par rapport au match précédent. Pour le coup, lui, on sent qu'il y a eu une petite remise en question sur lui-même. Il met 29 points. Alors oui, 29 points à l'échelle de Luka Doncic, ça peut paraître, bon, bah, c'est presque banal, mais 29 points en 33 minutes et surtout, il était à 25 points à la pause. Il a vraiment fait le gros du travail quand il a fallu mettre Boston hors d'atteinte et les Celtics se sont jamais relevés au final derrière. Ouais, mais c'est vraiment, moi je reste quand même sur cette notion de rythme en fait, de ballon qui vivait plus. Alors c'est pas, voilà, c'est pas les Warriors de 2000, fin des années 2010, c'est pas ça, mais en fait c'est surtout sur la relance après panier encaissé ou rebond Mm. défensif, la balle franchit beaucoup plus vite le milieu de terrain. Je pense que tu as aussi, toi aussi en tête cette image à début de troisième quart-temps là où Luka il prend un dribble et il lâche quasiment une passe de alley-oop pour Daniel Gafford qui a fusé en contre-attaque
là, c'est un des plus beaux alley-oop du match. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Et encore une fois, je sais que c'est toujours facile, notamment en ce qui concerne les rotations, parce qu'en fait, en temps réel, c'est des paris que les coachs prennent, mais qui sont basés quand même sur des. C'est pas au hasard, en fait. Il y a une logique qui explique pourquoi ils font jouer tel ou tel joueur. Mais là, dans tes exomes, j'ai adoré, parce qu'en fait, même les fois où il marque pas, quand la balle vient vers lui, il monte la balle, il met du rythme tout de suite, en fait. Ouais, il agresse, balle en Il main et tout. agresse. Il est pas là à attendre que Luka ou chercher un main à main pour donner la balle à Luka dans le backcourt. Et il y a un double effet, je trouve. C'est déjà ça. Tu dynamises ton jeu d'attaque. Tu forces Boston, ce qui est pourtant une des meilleures équipes sur repli défensif, mais tu forces Boston à être tout de suite dans ses retranchements. Tu les empêches de pouvoir choisir tout de suite leur match-up défensif, parce qu'ils sont obligés de prendre le joueur le plus proche. Et l'air de rien, tu économises un petit peu Luka, qui n'est pas obligé de se manger la pression de Jrue Holiday ou de Jalen Brown sur sa montée de balle. Pour moi, c'est tout gagnant pour Dallas. Là, on a vu en fait l'importance que ça a pour eux. Tu sais, quand on a dans le dernier CQFR, comme vous le savez, si vous l'avez écouté, on a dû recommencer parce qu'on on a eu un souci technique, donc on avait réenregistré le CQFR, et après quand on l'a refait, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai oublié de parler de ça, mais cette équipe de Dallas pendant ses finales NBA me fait beaucoup penser à l'équipe du Thunder de la finale 2012 face à Miami, où j'avais eu le sentiment, même si Miami s'était imposé 4-1, qu'il n'y avait pas une telle marge que ça en fait du côté de Miami, que les deux équipes étaient plus proches que ce que le nombre de victoires finales pouvait donner. Mais ce qui avait manqué au Thunder à cause de sa jeunesse, c'était de sentir les moments où les matchs étaient en train de basculer. J'avais eu le sentiment un petit peu dans le Game 2 que du côté de Dallas, il y avait sans doute mieux à faire. Il y avait peut-être un hold-up à faire dans le match 2. Dans le match 3, manifestement, ils n'ont pas su serrer la vis au bon moment. Et dans ce troisième match, comme tu dis, tu as l'impression que c'est un Dallas retrouvé, ou du moins qui a pris conscience de ses forces et de ce qui a fait ses forces pendant ses playoffs, et ça a payé. Alors maintenant, il reste beaucoup de chemin, on pourra peut-être y venir en fin de CQFR, mais voilà, en tout cas, je trouve que ça sauve un petit peu l'intérêt de ces finales NBA. Ouais, ce qui est dommage quand ça arrive au quatrième match, c'est que tu te dis: «Est-ce que c'est une formule qui te donne l'espoir vraiment de faire l'impossible, ou est-ce que tu Bah te ouais. dis, justement des regrets de pas avoir fait plus tôt ce qui, d'un point de vue extérieur, nous, pour le coup, nous semblait évident. Le coup de mettre du rythme, hem, ils ont tu pousses la défense de Boston à la faute. Luka, il a beaucoup attaqué Horford justement en première mi-temps par moment, parce que les Celtics n'ont pas eu le temps de cacher Horford, parce que ça joue vite, ça revient vite. Tu fatigues aussi les joueurs des Celtics, mine de rien, et tu trouves beaucoup plus de tirs, en fait, et de bons tirs. C'était vraiment le gros problème des Mavericks sur les 3 premiers matchs de la série. Ils avaient plein de difficultés à trouver des tirs à 3 points dans le corner, à prendre des tirs à 3 points même tout court. Là, ils prennent 37 tirs à 3 points. Je pense que c'est de loin le plus grand nombre de 3 points qu'ils ont pris sur le début de ces finales. Il y a 21 passes décisives, pareil, c'est de loin, je pense, la meilleure perf à la passe pour les Mavericks, ou en tout cas, ça doit être, c'est la première fois qu'ils font mieux que Boston, à mon avis. Boston en lâche que 18. Et il y a un autre truc, ils n'avaient pas mis 100 points une seule fois au cours des 3 premiers matchs, et là, ils ont mis 100 points, il restait, je sais pas, 9 minutes à jouer, je pense, quand ils avaient atteint les 100 points. Donc, c'est offensivement pas du tout la même chose pour les Mavericks. Ça gomme le fait que, bah oui, mais même là, il y avait même plus de confiance, tu vois, se comparer dans le premier match. Derrick Jones Jr. il a attaqué beaucoup plus agressif vers le cercle. Il met ce très beau lay-up là où il change de main en l'air. PG Washington a eu la première possession du match, elle va à PG Washington. Enfin, il y a eu beaucoup plus de volonté d'inclure tout le monde, et oui, c'était ce qui nous semblait évident depuis un moment, en fait. Ouais, c'est clair. Et encore, tu vois, le total de tirs à 3 points, il est un peu tronqué par la fin, en fait, par la Ouais, fin du ou match. Hardaway en Parce que prend un paquet, ouais. Ouais, parce qu'en fait, là, ouais, Hardaway qui fait une stat complètement folle. Il met 15 points en 6 minutes, je crois, dans le quatrième quart-temps. Il fait 5 sur 6 à 3 points. Je crois que j'ai vu passer la stat. Je crois qu'il y a que genre Stephen Curry et Ray Allen qui ont mis déjà 5 tirs à 3 points dans un quart-temps. Bon, c'est anecdotique, là, c'est quatrième quart-temps garbage time. Mais ouais, parce qu'en fait, là où Dallas a dominé, pour moi, c'est dans la Ah, c'est peinture. sûr. Ils ont été agressifs. Et effectivement, le double effet, en fait. Jouer vite, ça ouvre des espaces. Ils ont pu attaquer la peinture, trouver des paniers proches du cercle à haut pourcentage. Comme tu l'as dit, pousser Boston à la faute, mais à faire des fautes aussi. Donc Mmh. pousser Boston à rentrer dans ses rotations. Et les moments où Boston a été obligé de jouer small,
de jouer parce que Horford avait déjà 2 fautes rapidement. Derrière, Dallas a continué d'appuyer là-dessus et a vraiment pénalisé. C'est pas un hasard si Derek Lively et Gafford font sans doute leur meilleur match des finales de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, ils ont pas pu, ils ont profité de ça et j'ai bien aimé encore une fois, tout début du troisième carton, ils ont fait comme dans le match 2, ils ont donné la balle à Gafford pour attaquer Jason Tatum dans la raquette. Alors c'est 1 minute, hein, il lui donne 3 ballons de suite, mais je trouve ça vraiment intéressant. L'air de 1, Tatum a pris une faute là-dessus. Tatum qui passe complètement à côté de son match. Alors, jusque-là, on pouvait dire, bon, bah, il passe à côté de ses finales en adresse, mais il a un rendement qui est autre, donc c'est pas si grave. Là, il est vraiment il a complètement déchiré sur ce match-là. Beaucoup de frustration du côté de Tatum. Et donc là, c'est intéressant parce que là, on revoit à nouveau. Et je pense que les regrets du côté de Dallas, vraiment, ils seront sur ce match 3. On en a parlé, ce qu'on avait dit en retour. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de leçons à apprendre parce qu'en fait, là, tu vois la différence. On s'était dit, Porzingis, c'est un difference maker s'il peut être sur le terrain ou pas. Et là, quand Horford est obligé de sortir et qu'il continue d'appuyer, même si Tillman a été bon, hein. Encore une fois, à la marge, il a été bon, Xavier Tillman, mais c'est pas la même force de dissuasion. Et là, Dallas retrouve l'avantage qui a été le sien durant tous les playoffs à l'Ouest, cette capacité à alterner jouer small, jouer grand, jouer small, jouer grand. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois, il y a un moment où Lucas se remet à prendre des tirs à 3 points durs en step back, alors qu'il n'a pas d'adresse, mais il n'est pas resté là-dessus. Et derrière, il a réattaqué le cercle à nouveau. Il fait un gros drive, j'ai en mémoire un gros drive sur Derrick White. Et voilà, je pense que Luka et les Mavericks ont fait ce qu'on avait dit à la fin du match 3, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cherché à apprendre de cette défaite. Je ne sais pas si ça sera réplicable, hein. Le prochain match à Boston, on imagine que la salle va être, l'ambiance va être folle. Boston qui était bien parti dans le rythme aussi en début de match, hein. J'ai trouvé que les 5 premières minutes du match, vraiment, elles sont kiffantes à regarder parce que ça va à 200 à l'heure. Mais ouais, c'est ce que tu dis. Peut-être trop peu, trop tard, mais vraiment intéressant une fois encore. Je trouve que cette équipe de Dallas, elle a peiné sur les 3 premiers matchs face à Boston, qui était clairement la meilleure équipe qu'ils aient eu à affronter jusque-là. Mais ce que je garde en tête quand même, c'est les ajustements d'un match sur l'autre tout au long des playoffs. Là, ça a vraiment été payant du côté de Dallas. Puis après, je vais te laisser la parole, puis après, on pourra parler peut-être de Boston. Ouais, non, mais ouais, t'as anticipé une de mes questions. On peut peut-être d'abord effectivement parler des Celtics. C'est marrant parce que même quand ils ont tenu le rythme, je trouve que donc dans les 5-6 premières minutes, c'était quand même déjà beaucoup plus centré sur Tatum et sur Brown que lors des matchs précédents. Tu sentais que c'était un peu les seuls capables les drives étaient plus durs en fait. C'était plus dur de driver parce que la défense de Dallas était plus physique, plus appliquée. Luka plus difficile à cibler. Du coup, tu vois, là où Holiday et Derrick White, par exemple, eux aussi arrivaient généralement assez facilement à se faire une place, à créer un décalage en attaquant le cercle. Là, il n'y avait que Brown et Tatum qui étaient vraiment à même de le faire. Et du coup, ils se sont un peu enfermés là-dedans. Et je sais pas, il y avait un espèce de petit sentiment que si ça devait continuer comme ça, c'est pas Boston, tu vois, qui finirait par prendre le dessus. Sauf s'il y avait une grosse adresse à 3 points, parce qu'ils ont dû se tourner un moment quand ils ont vu que ça pouvait plus trop marcher autour des drives. Ils ont essayé de prendre pas mal de shoots à 3 points, notamment aussi pour revenir, pour comment dire, combler cet écart. Et là, les Celtics, évidemment, en shootant à 14 sur 41, ils mettent quand même 14 paniers à 3 points, d'ailleurs, pour le coup. Mais bon, 34% à 3 points, 36% au tir. C'était impossible à partir de là de revenir au score. Mais j'ai lu par exemple sur ESPN des journalistes dire bah, non, mais juste si les Celtics ils sont à droit, c'est bon, le prochain match il est pour eux. Je ne suis pas si convaincu que ce soit qu'une question d'adresse. Non, mais je partage ton avis. Et là encore, du côté de Boston, la fin du match trompe un peu les stats au global parce que Sam Hauser aussi met des paniers sur la fin dans le quatrième quart-temps qui comptent pas beaucoup. Je suis tout à fait d'accord sur la différence de drive en fait. Parce que tu vois, si je prends une action, Lucas s'est fait allumer hein, après le match 3. Nous aussi, notamment, pour moi, c'était plus pour les fautes commises que sur la défense. Mais même si la défense était vraiment handicapante. Mais sur la défense, il y a ce dunk énorme de Jalen Brown, tu sais, dans le match 3, où finalement, Luka, il fait aucun effort. Et en fait, après le pic, Brown, il a vraiment ce qu'on appelle un boulevard, quoi. Il a une ligne droite vers le cercle. Il met donc le dunk est extraordinaire. Je remets pas en cause le talent de Jalen Brown, mais c'est juste, tu peux pas laisser ce genre de drive. Et en fait, dans le match d'hier, il y avait plus ces lignes droites vers le panier, en fait.
C'est-à-dire que le Mmh. défenseur sur la balle défendait suffisamment dur pour que le mec qui pénètre soit obligé de chercher un angle pour Mmh. réattaquer le cercle et derrière l'aide venait. En fait, c'est plus du tout le même type de tir que tu peux générer parce que tout le monde fait l'effort. Les rotations de Dallas ont été excellentes. À un moment, j'ai adoré, tu sais, on entendait Daniel Gafford qui avait le micro. Et Ouais, voilà, il hurlait. voilà, exactement. Et si, voilà, j'imagine que tous les coachs que vous avez eus vous ont toujours dit, ouais, la défense, ça commence par la communication, faut parler, 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 parler. Et là, c'était parfait parce qu'en fait, tu voyais la belle défense de Dallas et tu voyais Gafford qui annonçait tout, quoi. Ça coupe, attention, Kleber prend dans le corner, etc. C'est la base d'une bonne défense. Et là, ouais, Dallas était vraiment là-dessus, ce qui a beaucoup handicapé effectivement l'attaque de Boston. Et genre, euh, pareil, on entendait Joe Mazzulla pendant les temps morts qui dit non, on joue pas notre jeu là. Là, on essaie de sauver le match tout seul. Il faut qu'on croit en ce qu'on fait, qu'on continue à chercher l'extra passe. Et à un moment, c'est très dur parce que il y a le temps mort, tu l'entends dire ça revient sur le terrain, alors que Boston est déjà dans le mal, et c'est Jason Tatum qui prend un tir à 3 points tout de suite. Alors c'est pas, je cible pas Tatum parce qu'en fait c'était le cas de quasiment tous les joueurs de Boston, mais t'as vraiment, elle est étonnante cette équipe Celtics parce que t'avais l'impression qu'ils voulaient chacun sauver l'équipe par eux-mêmes. Et il y avait plus cette continuité qu'ils avaient réussi à trouver même dans le match 3 quand ça accroché. Finalement, la balle a continué à circuler. Alors oui, il y a des actions d'éclat de Jalen Brown ou d'autres, mais ils avaient continué quand même à chercher le meilleur tir. Et là, il n'y a plus du tout eu ça. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont été sonnés, en fait. C'est pas la même équipe de Boston. C'est pour une équipe qui est prête, qui est en position pour finir, pour être championne, eux ont cessé de répéter qu'ils voulaient avoir le même niveau d'intensité, qu'ils voulaient rester concentrés, qu'ils voulaient finir ça le plus tôt possible. Tu as envie de te demander, mais est-ce qu'ils se sont pointés à la salle? Est-ce qu'ils avaient déjà titre gagné? Est-ce qu'ils sont plutôt déjà dans l'optique de se dire, bah, le game 5 chez nous? Et ça me vient à cette question. Est-ce que Théo, après avoir vu ça, tu es capable de croire à un exploit? Je sais que la question est un peu simpliste, mais est-ce que tu es capable, tu vois, il y a pas Porzingis. Alors il était en tenue, les Celtics ont vendu ça en mode, bah, il pourra jouer si vraiment la situation l'exige. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'effectivement ça veut dire, dès le game 5, si Joe Mazzulla estime que sans Porzingis ça peut plus le faire? Est-ce que c'est dès le game 6 si jamais Dallas venait à gagner aussi à Boston? Mais est-ce que tu crois à la capacité des Mavericks à reproduire cette performance? Est-ce que tu te dis qu'ils ont vraiment compris? Et si ça venait être le cas, s'ils venaient à jouer de la même manière, est-ce que tu penses que les Celtics arriveront à s'adapter? Est-ce que c'est effectivement juste une question d'adresse comme certains l'ont l'ont évoqué? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense pas que ce soit simplement une question d'adresse, parce qu'autant dans le game 2, tu sais, Boston avait déchiré au niveau de l'adresse, et c'était pas, même si Dallas avait mieux défendu, c'était quand même pas entièrement, il y avait un peu des deux, quoi. Mais c'était pas simplement la défense de Dallas qui avait fait tout le job. Là, la défense de Dallas a vraiment, vraiment embêté Boston. Euh, Croire à un exploit, c'est une question compliquée, parce qu'en fait, euh, là, malgré tout, Boston est très largement à la finale NBA en main, quoi. Tu mènes 3-1, Mmh. euh, je sais pas, je suis pas parieur, donc je sais pas quels sont les pourcentages de chances que donnent les cotes aux Celtics de gagner, mais c'est pas un hasard si ça a jamais été fait de revenir d'avoir été mené 3-0. C'est pas un hasard si ça a jamais été fait. Donc Boston a non seulement la finale en main, mais aussi les armes pour aller au bout. Ceci étant dit, c'est effectivement c'est un cliché, mais c'est match par match. Et si Dallas veut avoir une chance, c'est comme ça qu'ils vont prendre en fait. Ils sont au fond du trou, donc il faut qu'ils prennent match par match. Et même j'ai envie de dire, il faut qu'ils prennent carton par carton. Ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est dangereux parce qu'on se rappelle que l'an dernier, finalement, euh, même Boston n'avait pas réussi à revenir de 3-0 face à Miami, mais était quand même revenu jusqu'à pousser un match 7 avec Jason Tatum blessé dans le match 7. On ne saura jamais ce qui serait passé si Mmh. Tatum s'était pas fait la cheville dans ce match-là. Donc si t'es Boston, malgré tout, tu veux finir au match 5. Tu veux finir au match 5 chez toi. Tu veux surtout pas retourner à Dallas et prendre le risque parce que pour le coup, alors on anticipe beaucoup, il faudrait 2 victoires encore de suite de Ouais. Dallas, mais si tu te retrouves à devoir jouer un match 7, et même si c'est chez toi, pour moi la pression elle est sur toi en fait. Elle Ah, est parce plus que sur tu Dallas joues, quoi. bah, oui, c'est ça, tu joues l'équipe qui peut être la première à s'être fait remonter, hein. De toute façon, on l'avait vu même avec les Warriors, équipe exceptionnelle, hein, de 2016, le moment où justement, après le game 6, quand ça revient à 3-3 et que tu joues le game 7,
fait, tu vois, c'est terrible dans ta tête, quoi. Tu sais que tu es l'équipe qui peut, se faire remonter un 3-1 et on sait comment ça s'est terminé. Après pour les Mavs, il y a un truc sur ce match notamment, c'est que c'est toujours plus facile de lâcher les chevaux quand tu es finalement face à l'impossible, en fait. Tu vois? De se dire, justement, il y a zéro pression, tu sais que tu as déjà perdu, en fait. On le considère comme tel quand il y a 3-0 et du coup, c'est plus facile de se dire: «OK, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça». Si le score venait à revenir, tu vois, par exemple à 3-2, à 3-3, on peut imaginer que Luka, dans sa tête, il y aura forcément une volonté à un moment de ralentir, de jouer sur demi-terrain et de faire la différence entre guillemets «seul», pas tout à fait seul, mais tu vois ce que je veux dire? De Bien maîtriser sûr. chaque possession parce qu'il se dira: «Bah, ah non, mais là, chaque possession compte, on peut revenir à 3-3». C'est un risque, c'est un piège alors que là, tu joues le game 4 hier, il y a aucune pression, quoi. Ouais, au pire, c'est vrai que tu prends 4-0, bon, de toute façon en fait, tu peux même faire ce que je disais hier, un joueur qui fait 0/12 dans le game 4, tu vois, c'est jamais sur lui qu'on va tourner la faute si son équipe, elle finit par perdre 4-0 quand il y a déjà 3-0, tu vois? On va se tourner sur tous les matchs précédents, en fait. Donc tu as nettement moins de pression au moment où tu tires. Par exemple, Derrick Jones Jr., qui était à côté de ses pompes depuis 3 matchs, là, d'un coup, il a paru plus en confiance, il prend même un tir à 3 points. Ouais. Celui-là, il le prend pas s'il y a pas 3-0, en fait. Tu sais, il y a des Mm. trucs qui tentent hier, qui tentent pas s'il y a pas déjà 3-0. Ou Derek Lively qui met son premier tir à 3 points en carrière, si je me trompe pas, dans le Exactement. corner. Mais non, t'as raison. En fait, si je regarde du côté de Dallas, ce qui est encourageant pour Dallas, c'est qu'il n'y a rien dans ce match qui était extraordinaire, en fait. Mmh. Tout ce que Dallas a fait dans ce match, je pense qu'ils peuvent essayer de le répliquer. Ça veut pas dire qu'ils y parviendront aussi bien. Mais tu vois, il n'y a pas un joueur qui a fait un 7 sur 8 à 3 points où tu t'attends pas. Même, tu vois, Dante Exum, il joue très bien quand il sort du banc. Mais en fait, il met pas il met le feu par ses capacités, pas par une réussite extraordinaire. Donc si je regarde du côté de Dallas, ça c'est hyper encourageant. Et là encore une fois, c'est vraiment ce que tu dis sur Luka Doncic, tu as raison. Et quelque part, il a raison parfois de penser comme ça. C'est vraiment une question d'alternance. Choisir ses moments, il a 25 ans. Il faut Ouais. revenir quand même, il a que 25 ans. Alors certes, et je suis le premier à dire que c'est pas un mec de 25 ans classique dans le sens où il a déjà joué un paquet de matchs en jeu avant même de mettre un pied sur un parquet NBA, mais c'est quand même des choses que tu apprends. Donc c'est cette notion d'alternance. Si je regarde du côté de Boston, je me dis, on a fait une saison régulière extraordinaire, on a roulé sur les playoffs, ils étaient quand même sur 10 victoires de suite en playoffs. On peut faire mieux et je doute pas qu'ils puissent faire mieux. Mmh. Notamment, plus croire dans leur fond de jeu, continuer à jouer même quand tu es dans le dur sans forcément chercher à mettre le coup de massue sur l'adversaire. Donc, ça va vraiment être le match 5, il va être passionnant à voir parce que limite, c'est là que qu'on va voir en fait qui a le plus confiance dans son équipe et dans son collectif, dans ses principes. Ouais et même s'il y a 3-1, pour les Celtics, tu perds tu sais, tu te prends quand même un énorme coup de massue avec cette défaite. D'ailleurs, ils l'ont reconnu après, ils ont dit: «On va devoir, se relever de ça». Il y aura une notion de mental aussi pour eux dans le game 5, voir aussi un peu de quoi ce groupe il est fait. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont dans l'adversité, parce qu'au final, cette équipe de Boston, elle a été tellement forte qu'elle s'est pas vraiment retrouvée dans une adversité profonde. Mais là, voilà, par rapport à l'enjeu qu'on a cité, bah, le fait de ne pas vouloir revenir à Dallas, le fait de croire en son plan de jeu et cetera, il y a un vrai test mental. En plus, l'ironie, c'est que les Celtics, ils sont capables d'être tellement adroits à 3 points qu'en fait, ils ont tout intérêt, même menés de 25 ou 30 points, à continuer à jouer leur jeu parce que si tu mets 5-6 paniers à 3 points, ce qui est pas rare en fait quand pour une équipe qui peut en prendre 9 en l'espace de 2 minutes, j'exagère à peine. En fait, très vite, tu te retrouves, bah, tu te retrouves à -12, tu vois? Et là, il y a -12, -13, -11 et là, il y a match en fait. Ouais, c'est clair. Encore une fois, c'est pas tant le type de tir, c'est la manière dont ils sont générés, quoi. C'est Ouais. voilà, refaire confiance dans le fait qu'on va attaquer les intervalles, ressortir, attaquer les intervalles, passe, et là on va avoir le tir parfait qu'il nous faut et pas chercher à revenir en mettant des coups de massue. Ce qui est important quand même, c'est d'un point de vue legacy quelque part pour Luka Doncic. Un sweep, c'est quand même Mmh. une sale tâche en fait, notamment en finale NBA sur ton palmarès. Alors maintenant on oublie, hein, c'est pareil parce que Shaquille Ah O'Neal a parce que eu j'allais la dire carrière.
Ouais. Pardon. Non, pardon, excuse-moi. Vas-y, Théo. Pardon, pardon. Non, non, j'allais dire que Shaq a gagné 4 titres, 3 avec les Lakers, 1 avec Miami, donc on oublie. Mais après son sweep face aux Rockets quand il était encore à Orlando, eh ben on se disait, la question se posait, est-ce que ce mec-là, il est vraiment aussi fort que ça? Malgré, il peut être aussi monstrueux qu'il le semble. Avoir un sweep en finale, c'est quelque chose qui laisse une trace. Et voilà, d'un point de vue, alors c'est pas le plus important, hein, bien entendu. Euh, Luka et les Mavs veulent encore croire dans leur chance de gagner ce titre aussi. Mais éviter un sweep, c'est pas quelque chose d'anodin non plus, je pense, surtout après tout le bad buzz et en bonne partie mérité, je pense, du match 3. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi effectivement que les gens oublient vite parce que par exemple, est-ce que tu étais conscient que LeBron en a pris deux? C'est Tu vrai, mais le vois? contexte est pas tout à fait. Le contexte un peu différent, mais. Non, non, t'as raison. T'as Il se fait raison, t'as raison suer de le 2 fois en noter. finale, hein, Ouais, quand même, hein. C'est ouais. après oui, on peut si on revient sur chaque finale, on peut se dire: «Bah, la première, il est très jeune, il y a un écart de niveau. La deuxième, il joue les Warriors de Kevin Durant». Mais tu vois, c'est un truc, au final, que j'entends pas forcément ressortir souvent sur Brown, tu vois? Et pourtant enfin sur LeBron et pourtant il s'est quand même pris 2 sweeps au final, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai Il a que un jeu tellement aussi, ça ça aide la, pas. per- la perception, c'est aussi que sur ces deux finales-là, il était trop seul. Alors, c'est juste ou pas juste, hein, c'est à chacun. Mais ça a été quand même l'idée que les gens se sont dit après coup, quoi. Là, pour le coup, Luka, il est pas tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette équipe de Dallas, c'est une bonne équipe qui est vraiment qui est bien construite au bout du compte. Donc, encore une fois, surtout, c'est après le match 3, critiquable pour tout un tas de raisons, effectivement. C'était intéressant de le voir rebondir comme ça. C'est quand même un joueur qui a un sacré mental, parce qu'après les défaites, il a toujours été capable de rebondir. Et là, j'attends aussi de voir Boston, en fait. Match Ah 5, bah, ouais, ça parce que c'est vrai que, tu vois, eux, comme leurs fans, disent, ouais, en gros, personne croit en nous alors qu'on a dominé. Pourquoi est-ce que tout le monde continue de douter de nos capacités? Là, encore une fois, ils mènent 3-1, donc ils ont tout pour gagner cette finale. La logique, c'est qu'ils gagnent, et comme tu l'avais dit une fois, Antoine, s'ils gagnent, ce sera un très beau champion. C'est Boston Celtics, c'est pas une défaite, même si elle est de 40 points, je sais plus combien il y avait au bout du compte. Peu importe, une défaite, ça reste juste une défaite. S'ils gagnent au prochain match, c'est oublié, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont rebondir, parce que c'est vrai que Tatum, dans ce match, et c'est pas le seul, hein, Jalen Brown était transparent lui aussi, mais j'étais étonné quand même de pas en voir au moins l'un redresser la tête. Finalement, c'est peut-être Jrue Holiday qui a le mieux rebondi dans le troisième quart-temps. Là, il y a un moment, c'est lui qui enchaîne un petit peu des paniers, même s'il a eu un match très compliqué. J'étais étonné, quoi, qu'il n'y en ait aucun des deux qui arrive à vraiment rebondir, soit dans le playmaking, soit, tu vois, dans l'impact, même défensif. Et aussi une petite note quand même ça là-dessus, Antoine. Tu sais, pendant des années, quand on comparait Jason Tatum et Jalen Brown, ou du moins quand les spécialistes comparaient les deux, il y a un argument qui revenait souvent, c'est on disait, ouais, mais Jason Tatum est quand même, c'est un meilleur all-around player que Jalen Brown, et défensivement, il est quand même au-dessus. Je suis quand même un peu étonné de la défense de Jason Tatum dans ces finales NBA. ça dépend des moments, en fait. Parce que il a un rôle différent. Mais sur des switches, c'est pas enfin, tu vois, pas sur ce match-là, mais depuis le début de la finale sur les switches, c'est pas non plus, enfin, il s'en sort pas non plus mal, tu vois? Bien sûr, oui, il peut pas tenir toujours Luka en 1 contre 1, mais il y a pas beaucoup de monde Après, qui peut, Luca, tu non, vois? Il a non, je mais pense ouais. Vas-y, enfin, je vas-y, trouve pardon. qu'il a quand même contribué quand les faits que les Celtics prennent moins de 100 points sur les 3 premiers matchs, il y est quand même aussi pour quelque chose, tu vois? Bien sûr, je dis pas que c'est un mauvais défenseur. Je dis pas du tout que c'est un mauvais défenseur. C'est un excellent défenseur. Mais par contre, tu vois, je suis étonné quand même de voir. Et Luca, je suis d'accord avec toi. C'est comme quand on critique, enfin comme les critiques sur Rudy Gobert parce qu'il peut pas tenir Jokic à moins de je sais pas combien de points. Personne peut les tenir ces mecs-là. Donc je suis d'accord avec toi. Mais j'étais étonné de voir dans le match d'hier. Et à un moment, c'est Kyrie qui a demandé qui a fait venir un écran pour attaquer sur Jason Tatum. Mais j'étais hyper étonné. Et au bout du compte, il a eu un drive hyper propre vers le panier. Bref, c'était une question que je me posais, c'est pour ça que je te la posais, Antoine, Ouais. mais j'ai trouvé, enfin, tu vois, quand je me rappelle du Jason Tatum qui défendait sur Kevin Durant c'est quoi, il y a 2 ans? Non, l'an dernier? Il y a 2 ans. Il Il y y a a deux 2 ans. ans, ouais. J'ai pas l'impression de voir tout à fait le même Jason Tatum en défense qu'à ce moment-là. Voilà, c'était Ouais. juste une petite Après, aparté. fait ouais, ouais, non, ça se tient, c'est intéressant. Après, c'est vrai que du côté des Celtics, il y a tellement d'atouts, en fait, à ce niveau-là, que ça soit Holiday, White, Brown, que tu peux être tenté des fois de je sais pas, de se dire,
Après, j'ai pas trouvé mauvais. Je sais que par exemple qu'il a été ciblé un peu dans le game 3, mais déjà, je me demande si c'était pas aussi une volonté de Luka de lui répondre. Tu vois, le fait que Tatum ciblait Luka sur chaque action. Je pense qu'il y a eu aussi une volonté un peu de rentrer dans un 1 contre 1 à un moment. Et ça a amené à une faute très bête de Luka dans le game 3. Donc je sais pas si vraiment les Mavs se disent clairement, il faut cibler Tatum en défense. Tu vois. Ou je pense pas que ce sera un très bon calcul pour le coup, honnêtement. Non, 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 c'est Mais pas. oui, je sais que c'est pas ce que tu dis, hein, Hmm. je sais. Mais oui, il est peut-être un peu moins dominant. En fait, je sais pas s'il est moins dominant défensivement ou si les autres font tellement une forte impression, en fait. Mais oui, c'est vrai que si tu prends avec la série, c'était 2022, là où ils sortent les Nets en 4-0 et il avait été énorme sur Kevin Durant, qui est aussi peut-être un profil défensif qui lui correspond mieux. Tu vois, de prendre un gars. Là, genre là, je m'imagine pas Tatum pouvoir défendre vraiment sur Kyrie, tu vois, qui est tellement vif. Euh, Après, sur Luka, je pense qu'il peut avoir les armes en vérité, euh, mais qu'il le fera pas aussi bien que Jalen Brown et que du coup, c'est pas de toute façon pas son assignement. Mais Luka va pas chercher tout le temps Tatum. Là, tu vois, sur ce match, au final, on l'a vu, il cherche Horford, tu vois. Il va pas se dire, il Ouais, faut que ou j'aille chercher Tillman. Tatum. Non, bien sûr. Ouais, ouais, tu vois, Hmm. il y a quand même. Il y a quand même des capacités défensives et des capacités physiques qui font que ça reste quand même quelqu'un quand il fait les efforts. D'ailleurs, juste les efforts, ça me fait penser. Dallas, tu vois, rien à voir, mais sur les 3 points, on parlait des 3 points de Boston. Il y en a quand même ils ont quand même nettement moins de temps pour les prendre par rapport au match précédent parce que Dallas fait beaucoup plus d'efforts et dans l'idée de reproduire justement la performance, reproduire le même niveau d'effort à chaque match, est-ce que les Mavericks sont capables de le faire? Ça va être aussi une des clés, tu vois. Mais t'as tout à fait raison, et c'est là qu'on en revient à moi, ce qui me semblait être leur avantage et ce qui me plaisait dans cette équipe de Dallas, c'est sa rotation au bout du compte. Parce que là, Mm. tu vois, même, on n'a pas parlé de Josh Green, Il a je fait une sais bonne même pas entrée. combien de points il a marqué. Ouais, Il a été excellent en fait. ouais. Sur toutes les petites choses, à un moment il va chercher une claquette, enfin il met une superbe, un super dunk sur une claquette, mais défensivement il se jette sur les ballons. Euh, Ça, tu vois, tous les close-out étaient plus rapides. Derek Lively, il fait un super match aussi. Des trucs que tu vois pas dans les stats, quoi. Sur les close-out, la manière dont il vient contester le tir, tout a été plus dur pour Boston. Et honnêtement, je pense que Dallas, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'essentiel de ce qu'ils ont fait sur ce match-là, c'est des choses qui peuvent être répliquées vraiment, quoi. Mm. C'est vraiment des choses qui peuvent être répliquées par les role-players à coup sûr, du moins dans l'effort, ça c'est sûr. Par contre, voilà, c'est un petit peu la conclusion du match 3 là. Je sais plus du coup si ça avait été pris ou pas, mais tu vois, parfois je trouve qu'on en fait trop sur la Mamba mentality ou sur le, tu vois, sur Jordan et le flu game et ce genre de choses là. Mais au bout du compte, si t'es Luka Doncic, maintenant ça fait partie de ton job en fait. C'est-à-dire que même si t'es blessé, il est Mm. diminué, il est cramé. La défense c'est pas son fort. Tout ça c'est ok, c'est accepté. Mais maintenant si tu veux être considéré dans cette classe de joueurs, tu dois en passer par là, par faire les efforts dont personne ne te pense capable et dont même toi peut-être tu ne penses pas être capable parce que ça va être et je dis pas que tu dois le faire pendant 48 minutes en fait, c'est pas ça. Personne peut faire ça pendant 48 minutes surtout quand tu as un rôle aussi important en attaque, mais tu peux pas commencer en étant sur le comment dire, en étant sur la réserve. Faut que tu commences en étant puncher partout et c'est ce qu'il a super bien fait dans ce match. Tu sais, première possession du match, il est en net défensive, il est en alerte, il communique, il est en train de parler à tout le monde. Boston rate le tir, il prend le rebond, il pousse la balle tout de suite. Ça doit être le début de match, le début de carton de chacun des matchs qui restera à Dallas. Ouais, parce qu'en plus, quand t'es tout de suite concerné, la défense, l'attaque adverse, de toute façon, naturellement, elle finit par moins te cibler, en fait. C'est aussi bête que ça. Tu vois que ah mince, tiens, il est dedans, on peut pas l'attaquer à outrance. Bon, bah, en fait, naturellement, tu te tournes vers autre chose, quoi. Et ça fait une énorme différence parce qu'en fait, si le plan de jeu de Boston, c'est dire on va chercher le match-up pour attaquer Luka et que Luka il tient suffisamment bien sa position, et comme il l'a fait à plusieurs reprises, vraiment il a très bien défendu sur certaines positions. En fait, limite, tu sais, t'es en train de bousiller la possession offensive de Boston. C'est un petit peu comme quand, imaginons, ce que je dis souvent là, quand tu veux jouer un pick and roll. Ton but, c'est on va jouer le pick and roll parce qu'on veut mettre la pression sur la défense. Et si de l'autre côté, en fait, la défense qui t'est proposée sur le pick and roll, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Que ça soit un blitz ou un switch, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Que tu renverses finalement la pression, c'est la défense qui la met sur l'attaque.
et maintenant il te reste plus que 7-8 secondes, et toi Mmh. t'avais pas prévu, là maintenant t'es obligé de te débrouiller pour trouver un tir, c'est pas ce que t'avais prévu au départ. Alors voilà, le staff technique de Boston et les joueurs sont suffisamment intelligents pour pouvoir s'adapter à une bonne défense sur une position de Luka Doncic, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'en fait tu perturbes malgré tout le flow, et là sur ce match-là, Boston avait eu, enfin offensivement, il y a aucun moment où ils ont eu leur flow habituel, quoi. Yes, ouais, et puis tu fais douter, clairement, tu commences à faire douter après ton adversaire. Bon, on verra en tout cas ce que ça va donner dans le game 5 qui s'annonce effectivement, je pense aussi assez passionnant. Ce match-là, là, il était très intense, mais effectivement, très vite, tu sens que c'est plié. C'est pas forcément le match qui va le plus emballer le public, en termes de suspense. Mais je pense qu'effectivement, le game 5 devrait tenir de ses promesses à ce niveau-là. Ça se passera dans la nuit de lundi à mardi. Donc mardi matin, on sera tous les 3, Shai, Théo et moi. En attendant, le dimanche, vous pourrez trouver donc demain, vous pourrez retrouver le Hoop Culture sur la chaîne Basket Session. Pas d'invité cette semaine? Vous serez Non, on est resté juste OK, avec, ça y est. voilà, juste Vous avec Clermont. retrouvez tous les 2 Voilà, ensemble, ça exactement. On a faisait voulu, longtemps, genre: «Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été que tous les 2. c'est ça exactement. On a voulu, vous verrez la thématique, mais on a voulu changer un petit peu les idées. On a fait un épisode qui est plutôt cool, je pense. Ah bah top, bah je vous invite à regarder ça du coup demain, ça sera disponible demain matin sur Basket Session. On se retrouvera lundi matin pour un nouveau CQFR, ce sera un CQFR sur l'actualité NBA et lundi il y aura aussi un podcast pour le coup. Donc voilà, passez un bon week-end, on se retrouve lundi, restez branchés. Ciao à tous. Ciao.